Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'avancée des travaux sur le site du Puy-de-Dôme. L'exploitant du train à Crémaillère espère rouvrir pour l'inauguration officielle prévue le 23 juin prochain. Un mouvement de grève aux urgences du CHU de Clermont-Ferrand. Les soins sont assurés, mais les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail. D'autres services pourraient rejoindre la mobilisation. La suite de notre série consacrée aux élections législatives avec un portrait de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, celle d'Issoire. Et puis c'est Éric Foreau, le président départemental du Front National, qui est l'invité politique de ce journal. Les travaux se poursuivent donc sur le site du Puy-de-Dôme après les dégâts causés par l'orage du 26 mai dernier. Des dégâts qui ont nécessité l'interruption de l'exploitation du train à Crémaillère qui venait d'être mis en service. L'objectif clairement affiché est la remise en circulation du panoramique des dômes pour l'inauguration officielle. Elle est programmée le 23 juin prochain. Aujourd'hui, les travaux se concentrent sur un meilleur écoulement des eaux. Voyez le reportage de Philippe Robert. Près de la gare de départ du panoramique des dômes, les ouvriers finissent de curer les fossés obstrués par la boue. Et sur ce site, d'autres engins de chantier sont à l'œuvre. Derrière nous, on a toute une série de bassins pour recevoir les eaux de pluie. On a vu qu'ils n'avaient pas très bien fonctionné pendant le 26 mai, notamment parce qu'il y avait de l'eau, mais aussi avec de la terre et des branchages. Donc on est en train de revoir ce réseau et d'agrandir ces bassins de façon à être mieux protégés. D'autres travaux importants ont été effectués sur la voie. La boue s'était accumulée dans le ballast. Il était nécessaire du coup de complètement renouveler le ballast. On l'a aspiré et on a remis du ballast neuf. Sur cette zone, le ballast avait été emporté sur une vingtaine de mètres. Là encore, il a été reconstitué. Tous les obstacles à l'écoulement des eaux sont supprimés pour éviter de nouveaux dégâts. Le train a repris ses essais. L'exploitation commerciale pourrait reprendre avant le 23 juin sous réserve du rapport de l'expert qui pourrait imposer de nouveaux travaux pour sécuriser le site. Et en attendant la réouverture, les parapentistes professionnels disposent d'une dérogation exceptionnelle pour pouvoir monter au sommet du Puy-de-Dôme par la route de service avec leur véhicule. L'Or Industrie en cessation de paiement, le constructeur des 26 rames du tramway clermontois l'a annoncé hier devant le tribunal de Strasbourg. La Cour, qui rendra son jugement le 11 juin, pourrait placer l'entreprise en redressement judiciaire. D'ici là, le fondateur, Robert Laure, tente de négocier le rachat de sa branche tram sur pneus avec Alstom. Alstom qui a revu sa proposition du printemps largement à la baisse. L'Or Industrie compte plus de 900 salariés, des salariés qui, selon certaines sources, n'auraient pas été payés au mois de mai. La grève du service des urgences au CHU de Clermont-Ferrand, ce sont près de 90 personnes parmi le personnel soignant qui participent à cette mobilisation. Les soins aux patients sont assurés, mais les grévistes dénoncent le manque de lits et le manque de personnel. Parmi les raisons qui expliqueraient ces difficultés de fonctionnement, l'augmentation de la durée des séjours, le désamiantage de certains bâtiments du CHU qui engendre des déménagements et le plan budgétaire de 2008 qui a supprimé des postes. Résultat, de mauvaises conditions de travail selon les syndicats. Nos conditions de travail sont très stressantes. On fait de mieux pour le patient puisque d'abord notre priorité c'est avant tout c'est le patient. Donc on reçoit les gens dans le stress. Donc ce qu'on fait c'est que les gens deviennent agressifs parce que de toute façon ils ont pas pris, on peut pas les prendre correctement tout le temps en charge. C'est des conditions lamentables. Les agents n'ont même plus le temps de nettoyer entre chaque intervention au niveau des soins. Donc je vous dis au niveau de l'hygiène, ça laisse un peu à désirer aussi. De son côté, la direction déclare entendre les revendications, mais selon elle, le budget de l'établissement ne permet pas de créer des emplois. On écoute Alain Meunier, le directeur général du CHU. Pas répondre en termes de création de postes, parce qu'aujourd'hui les hôpitaux et l'hôpital de Clermont-Ferrand comme d'autres n'ont pas de marge de manœuvre financière pour créer des emplois durables. Remplacer et renforcer temporairement, oui, même si ça doit durer un peu. Créer des emplois permanents, ça n'est pas possible. Des propos recueillis par Maude Gatineau et Mathilde Espinasse. Au chapitre politique, la suite de notre série sur les élections législatives. Nous nous intéressons aujourd'hui à la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, celle d'Issoire. Quelles sont les spécificités de ce territoire et les candidats en lice? Le point avec Romain Duché.
Qui peut battre Jean-Paul Baquet? C'est un peu la question dans cette 4e circonscription qui s'étend le long de l'A75 depuis l'agglomération issoirienne jusqu'à Aubière et Clermont. Une circonscription où François Hollande a dépassé les 63% au second tour de la présidentielle. Jean-Paul Baquet, 63 ans, brigue un 4e mandat consécutif. Le médecin de coude semble faire fi de son statut de favori. Il mène campagne en insistant sur le développement économique et l'école. Après 2 mandats dans l'opposition, une certaine frustration de ne pas pouvoir être entendu, de ne pas pouvoir faire prendre en considération des amendements sur des lois qui ont été tellement toxiques et nocives pour la population française, j'ai envie de participer aujourd'hui à la nouvelle aventure. Face à lui, Bertrand Barrault pour l'UMP. Ce vétérinaire de 46 ans se présente comme un humaniste pour qui travail et mérite sont des valeurs importantes. Il est là pour tenter de battre le député sortant, mais aussi pour se positionner en prévision des prochaines municipales à Issoire. C'est vrai que ce soit sur Issoire ou Clermont-Ferrand, on sent que c'est la guerre des chefs. À Issoire, très récemment, il y a carrément eu des bagarres. C'est le terme qu'on peut utiliser entre le président de la communauté de communes et le maire d'Issoire. Donc je crois qu'il y a besoin d'apaisement et surtout besoin d'un dynamisme nouveau. Dominique Morel, le candidat du Front National, lui se rêve déjà au second tour. Conducteur routier et délégué syndical, il défend l'agriculture et l'emploi sans oublier les valeurs nationalistes du FN. Nous sommes pieds et poings liés par Bruxelles et ses technocrates. Et tant que nous serons sous cette chape de plomb, nous ne pourrons absolument pas faire évoluer notre pays. Donc, être maître chez soi, avec ses lois, avoir sa monnaie et protéger nos frontières. Le Front de gauche se présente en concurrent du PS et non pas en adversaire. Éléonore Périse, 36 ans, est employée EDF et déléguée syndicale. Pour elle, l'humain doit passer avant la finance. Ce qu'on pense apporter effectivement en ayant un maximum de députés du front de gauche dans le groupe, c'est de pouvoir aller plus loin dans la gauche qui est aujourd'hui en place et de donner vraiment une force de gauche. Quant au MoDem, il continue de se revendiquer comme une véritable force centrale à travers la candidature de Valérie Coudin, 45 ans, salariée du secteur associatif, très attachée au produire en France. C'est pas rentrer dans on dit oui à tout ou on dit non à tout. C'est se positionner au-dessus des clivages pour pouvoir vraiment bien voir, étudier ce qui est le mieux en fait pour la France. Se présente également sur cette circonscription Alexandre Sêtre pour le Trèfle, Patrick Goyot pour le NPA, Hélène Fourvel-Pelletier pour Europe Écologie Les Verts, Pierre Fortier pour les écologistes indépendants, Nathalie Courageau, communiste, Cécile Bénard pour le Nouveau Centre et Alexandrine Salazar pour Lutte ouvrière. Législative toujours avec notre invité Éric Foreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président départemental du Front National. Comment le FN aborde-t-il ces législatives 1 mois et demi en gros après l'élection présidentielle et le premier tour? Avec beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes portés par le résultat que nous avons obtenu à l'occasion des présidentielles. 17,9%, c'est le score national de Marine Le Pen. C'est le score national, c'est presque 7 millions de Français qui ont validé le projet politique de Marine Le Pen, ce qui nous permet d'espérer avoir enfin des députés à l'Assemblée qui pour le coup deviendra vraiment national cette fois et mettre fin à ce que nous considérons comme un déni de démocratie puisque depuis des années, eh bien c'est près de 20% de la population qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Et nous espérons bien que cette fois-ci, eh bien, nous allons pouvoir changer cette situation. Alors, est-ce que ce score de Marine Le Pen sera suffisant pour obtenir les fameux 12,5% nécessaires pour passer le cap du premier tour des législatives? Alors, dans certaines circonscriptions, il y a fort à parier que oui. On sait que traditionnellement, il y a un léger repli suite aux présidentielles à l'occasion des législatives. Cela dit, nous comptons aussi sur un renfort, je l'ai dit à plusieurs reprises, sur un renfort de l'électorat de l'UMP, parce que nous savons très bien que cet électorat est allé voter quelque peu à reculons, surtout avec l'idée de faire barrage à la gauche. Donc là, il se pose pour eux maintenant la question et peut-être l'opportunité d'un vrai choix politique qu'ils n'ont pas osé faire à l'occasion des présidentielles, très motivés qu'ils étaient de barrer la route à la gauche.
Vous dites, c'est pas un choix contestataire, le vote FN, c'est un choix politique. Pas du tout. Le vote contestataire, cette fois-ci, une enquête IFOP l'a d'ailleurs démontré de manière assez intéressante juste après l'élection présidentielle, juste après le deuxième tour. Le vote contestataire, c'est le vote UMP et PS, puisque dans chacun des cas, aussi bien pour François Hollande que pour Nicolas Sarkozy, c'est 40 à 50% de leur électorat qui est allé voter, non pas pour eux-mêmes, mais pour faire barrage aux candidats adverses. La perception du FN a changé dans l'opinion. Si oui, pourquoi et comment ? Je crois que la perception du FN a changé parce que la situation a considérablement évolué. Cela fait des années que le Front National dénonce un certain nombre de situations dans ce pays. Il se trouve que nos adversaires politiques et ceux qui ont gouverné jusqu'à présent dans les 30 dernières années ont finalement engendré ce que le Front National avait prédit. Donc nous sommes à l'heure actuelle les seuls à défendre le programme éternel et originel du Front National, et les gens nous rejoignent. Peut-être sommes-nous un peu plus accessibles pour certains d'entre eux depuis l'avènement de Marine Le Pen, parce que il est vrai qu'elle a un discours qui est peut-être un peu plus accessible à la jeunesse, un discours qui ne revient pas sur le discours ancien, on ne revient pas sur les fondamentaux du Front National, mais les choses sont exprimées peut-être un peu différemment et peut-être plus au goût du jour, dirons-nous. Vous combattez ce que vous appelez l'UMPS. Hein. Pour vous, droite et gauche républicaine, c'est blanc bonnet et bonnet blanc? Oui, tout à fait. Et je crois que même François Hollande, qui parlait de changement, nous confortera encore dans cette opinion. Pour ceux qui lisent le Guardian, il y en a peut-être parmi les gens qui nous regardent, dans le Guardian du 12 février 2012, François Hollande déclarait au banquier de la City qu'il était allé rassurer sur sa candidature, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que déjà sous le gouvernement Jospin, le Parti socialiste français avait fait preuve de son ouverture au libéralisme et qu'il n'avait somme toute pas à s'inquiéter. Il a ainsi démontré qu'il était, comme l'était Nicolas Sarkozy, aux ordres de l'Europe et des banquiers. Alors, on retrouve dans vos priorités de campagne pourtant les mêmes que chez les autres candidats, hein, pour les territoires, pour les circonscriptions, la lutte contre l'austérité, contre la désertification des campagnes, le maintien de l'emploi, le rétablissement des services publics. Tout ça, ce sont des arguments de campagne qu'on entend de part et d'autre dans tous les camps. Absolument. Quelle est la méthode, la vôtre? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui vous différencie? La différence entre nous et les autres partis qui arguent de ces propositions, c'est que nous avons un programme politique qui nous permettra de les mettre en place. Parce que notre programme politique prévoit de renégocier les dispositions européennes. Et si on ne renégocie pas les dispositions européennes, si on ne sort pas de l'euro, eh bien, nous ne pourrons pas réindustrialiser le pays, nous ne pourrons pas délivrer notre économie de la concurrence déloyale à laquelle elle est soumise en permanence à cause des dictats bruxellois, et seul le Front National propose de renégocier cette participation à cette Europe, et seul le Front National a cette conscience que nous sommes englués dans cette Europe et qu'il convient maintenant d'en sortir le plus vite possible. Merci Éric Fourreau d'avoir répondu à notre invitation. C'est dans 2 ans environ que Ikea doit s'implanter à Clermont-Ferrand. D'ici là, de nombreux travaux d'aménagement auront lieu. Depuis hier, la signalisation est mise en place sur le site des Gravenges. Elle prépare les travaux des routes qui commencent dès demain. 2 giratoires seront créés d'ici au mois d'octobre afin de gérer les flux de circulation entraînés par l'arrivée du géant suédois de l'ameublement. Pour permettre l'accomplissement de ces travaux en toute sécurité, certaines routes seront bloquées dans cette zone et des déviations seront mises en place. L'objectif principal, c'est la sécurisation de ces 2 carrefours d'échangeurs. On arrive pour la partie nord à environ 24 000 véhicules jour et la partie sud sur laquelle on est à plus de 12 000 véhicules jour. L'impact d'IKEA, ça a été principalement d'améliorer les caractéristiques géométriques pour absorber le trafic potentiel supplémentaire. Des propos recueillis par Mathilde Espinasse. Une exceptionnelle vente aux enchères d'instruments pendant 3 jours à Vichy. De prestigieux instruments ont été sélectionnés, 1200 au total, essentiellement des violons et des violoncelles, dont certains seront mis à prix à 60 000 €. L'hôtel des ventes de Vichy a fait sa spécialité des ventes d'instruments. Il s'agit d'un événement international. Le commissaire-priseur Étienne Laurent a évoqué ses raretés avec Romain Duché. Les pièces les plus importantes, donc c'est les violons et les archers qui seront présentés à la vente de jeudi. On a notamment un très beau violon de Guarnerius. Donc Guarnerius, c'est un luthier qui a travaillé à Crémone à la toute fin du XVIIe et au début du XVIIIe, c'est-à-dire c'est la période d'or de la lutherie italienne. C'est le contemporain de Stradivarius, pour
évoquer des noms qui parlent à tout le monde. Et puis après, on peut certainement parler aussi des archers, parce que les archers, c'est une spécificité française. Les plus beaux archers sont français. Et on a 2 très beaux archers de Dominique Pécat, qui est un peu le Stradivarius de l'archer, si vous voulez. La vente se poursuit demain et jeudi à l'hôtel des ventes de Vichy entre 14h et 19h. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pluvieuses pour ce mercredi. Je vous donne rendez-vous demain pour nos 2 rendez-vous d'information à 12h30 et à 18h30. Excellente soirée à vous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.